Le parfum Chanel de sa mère flotte encore dans l'air quand Coralie pousse la porte d'entrée, les clés tremblant entre ses doigts. 3e tentative de permis de conduire. 3e échec. La honte brûle ses joues comme une fièvre silencieuse. Dans l'appartement, l'arôme de quelque chose de brûlé se mélange au parfum. Encore une casserole oubliée sur le feu. 420 € jetés par la fenêtre. La voix de Bernard tranche le silence avant même qu'elle ait retiré ses chaussures. Il reste penché sur son ordinateur portable à la table de la cuisine, ses lunettes reflétant des chiffres sur des tableurs interminables. À 52 ans, Bernard calculait la vie comme un comptable méticuleux. Chaque dépense, chaque échec, chaque déception soigneusement répertoriée. Coralie ferme la porte avec un soin excessif, tentant de retarder l'inévitable. À 17 ans, elle avait appris à lire les signes. La posture rigide de Bernard, le silence tendu de sa mère, remuant distraitement une sauce dans une casserole, l'électricité qui crépite dans l'air avant l'orage. Elle n'a même pas essayé. Bernard lève enfin les yeux de son écran, ses iris gris acier fixant Coralie comme un juge prononçant un verdict. Bac de français raté l'année dernière, orientation floue, et maintenant ça. Tu vois un pattern, Martine ? Sa mère sursaute légèrement, la cuillère en bois suspendue au-dessus de la casserole. Bernard, elle va y arriver. C'est juste... Juste quoi ? Bernard se lève brusquement, sa chaise raclant le carrelage comme un cri strident. Du manque de motivation chronique, voilà ce que c'est. Cette gamine n'a aucune discipline, aucune ambition. Coralie sent ses mâchoires se serrer. Elle voudrait répliquer, défendre cette partie d'elle qui se bat chaque jour contre une anxiété sourde, mais les mots s'étranglent dans sa gorge. Elle pose son sac près de l'entrée et se dirige vers sa chambre, espérant échapper à cette humiliation publique. « Ne t'avise pas de partir !» La voix de Bernard claque comme un fouet. On n'a pas fini de parler. Le couloir étroit de l'appartement semble s'étirer à l'infini. Coralie s'arrête, dos tourné, sentant le poids de leur regard peser sur ses épaules. Dans le salon, la télévision murmure des nouvelles du soir, que personne n'écoute vraiment. « Écoute-moi bien, Martine. » La voix de Bernard baisse d'un ton, devenant dangereusement calme. « Je ne peux plus vivre comme ça. Cette situation devient intenable. » Le silence qui suit dure exactement 43 secondes. Coralie les compte malgré elle, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle entend sa mère poser la cuillère, le petit tintement métallique résonnant comme un glas. « Choisis, c'est raté ou moi, je ne vivrai pas sous le même toit qu'elle. » Les mots traversent l'air comme des lames glacées. Coralie ferme les yeux, ses mains se crispant contre le mur. Elle a toujours su que ce moment viendrait, mais rien ne l'avait préparée à la brutalité de cette sentence. « Bernard, la voix de sa mère n'est plus qu'un souffle. Tu ne peux pas me demander ça. »« Si, je peux, et je le fais, maintenant. » Le silence revient, plus lourd cette fois, saturé d'une tension qui fait vibrer l'air comme une corde de violon tendue à se rompre. Coralie entend sa propre respiration, saccadée, presque assourdissante dans le couloir figé. Puis vient la réponse, à peine audible, qui brise définitivement quelque chose en elle. « Coralie, il faut qu'on parle. » Cette nuit-là, en pliant ses vêtements dans sa valise rose décolorée, Coralie découvre au fond de son tiroir une photo froissée. Elle deux aux eaux de Vincennes, 5 ans plus tôt. Sa mère souriait vraiment à l'époque, avant Bernard, avant cette vie qui s'effiloche. Sur le cliché, elle se ressemble tant que c'en est troublant. Demain, elle partira chez tante Sylvie. Demain, elle apprendra à vivre avec cette nouvelle vérité. Même l'amour d'une mère a ses limites. L'immeuble de tante Sylvie sent la cire d'abeille et les géraniums. 23 heures passées, Coralie gravit les marches en colimaçon, sa valise cognant contre ses mollets à chaque étage. Ses doigts tremblent en composant le code de l'interphone. 2847, comme l'année de naissance de grand-mère qu'elle n'a jamais connue. « Monte, ma chérie. » La voix de Sylvie grésille dans l'appareil, chaude malgré la fatigue qui la teinte. 3e étage, porte de gauche. Coralie n'a pas eu besoin d'expliquer au téléphone. Sylvie avait simplement dit « J'arrive te chercher » avant qu'elle ne refuse, prétextant le dernier RER. Maintenant, devant cette porte entrebâillée qui laisse filtrer une lumière dorée, elle réalise qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller. Sylvie l'accueille en peignoir de soie bleu marine, ses cheveux châtains rassemblés en chignon défait.
À 45 ans, elle porte la fatigue de ses journées d'infirmière en chef avec une élégance naturelle que sa sœur, la mère de Coralie, n'a jamais possédée. Tu as mangé ? Première question, la plus importante selon Sylvie. Pas de « que s'est-il passé ?» ou « ça va aller ?» Juste cette préoccupation immédiate, maternelle, qui fait monter les larmes aux yeux de Coralie. L'appartement respire la sérénité organisée, bibliothèque débordant de romans et de manuels médicaux, plantes vertes colonisant chaque rebord de fenêtre, canapé moelleux parsemé de coussins dépareillés. Au mur, des photos de Thomas et Léa, les jumeaux de Sylvie, figés dans leurs 18 ans rayonnants. Ils sont chez leur père ce week-end. Sylvie suit le regard de Coralie. Tu auras la chambre de Léa. Elle adore les visiteurs. Elle dit que ça parfume ses draps de mystère. Elle guide Coralie vers une chambre mansardée aux poutres apparentes, où un lit simple attend sous une couette à motif Liberty. Sur la table de nuit, un verre d'eau fraîche et 2 carrés de chocolat noir. Des détails qui parlent d'une habitude de prendre soin. Sylvie... Coralie pose sa valise, cherchant ses mots. Je ne sais pas combien de temps. Chut. Sylvie s'assoit au bord du lit, patine le matelas d'une main rassurante. Le temps qu'il faudra. J'ai vécu quelque chose de similaire, tu sais. Pas avec ma mère, mais avec moi-même. Elle raconte alors, d'une voix posée qui transforme la confidence en leçon de vie. Son mariage avec Philippe, père des jumeaux. Comment elle s'était perdue en tentant de devenir la femme qu'il voulait qu'elle soit. Les compromis qui grugèrent son identité, goutte après goutte, jusqu'à ne plus se reconnaître dans le miroir. Un matin, Léa m'a demandé pourquoi je ne riais plus comme avant. Elle avait 14 ans. Cette question m'a réveillée. Sylvie marque une pause, ses mains caressant machinalement la couette. J'ai compris que si je continuais, mes enfants grandiraient en pensant qu'aimer, c'est s'effacer. Coralie absorbe chaque mot, y trouvant un écho troublant avec sa propre situation. Et tu es parti ? J'ai choisi mes enfants. Et moi. Le sourire de Sylvie porte la sérénité de ceux qui ont traversé la tempête. La différence, c'est que j'ai pu choisir. Ta mère, elle n'en est pas encore là. Peut-être qu'elle n'y arrivera jamais. Cette nuit-là, allongée dans le lit de Léa qui sent la lavande et l'adolescence, Coralie entend sa cousine pleurer dans la chambre d'à côté. Thomas et Léa parlent à leurs parents séparés au téléphone, négociant les vacances comme un traité de paix complexe. Elle réalise qu'elle n'est pas la seule à naviguer dans les décombres d'une famille éclatée. Le lendemain matin, Sylvie pose devant elle un bol de café au lait mousseux et des tartines beurrées à la confiture de figues. Gestes simples qui reconstruisent, pièce par pièce, la notion de foyer. Ta mère a appelé 3 fois cette nuit. Sylvie arrose ses géraniums d'un geste précis, mesuré. Je n'ai pas décroché. Quand tu seras prête, tu décideras si tu veux lui parler. Coralie trempe sa tartine dans le café, savourant cette première matinée où personne ne comptabilise ses échecs. Par la fenêtre, Paris s'éveille dans une lumière dorée de septembre. Et pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne ressemble plus à une impasse. Dans quelques jours, elle reprendra les cours au lycée du quartier. Dans quelques semaines, peut-être qu'elle apprendra à vivre sans l'approbation de sa mère. Mais ce matin, dans cette cuisine qui sent le café et la bienveillance, c'est déjà suffisant. 3 mois ont passé depuis cette nuit où Coralie a franchi le seuil de chez Sylvie, sa valise rose à la main. L'automne parisien déploie ses nuances cuivrées sur les toits du 11e arrondissement et quelque chose en elle a commencé à cicatriser, lentement, comme une fracture qui retrouve sa solidité. Le lycée technique d'Hydro lui convient mieux qu'elle ne l'aurait imaginé. Moins de pression qu'au lycée général, une ambiance plus détendue où ses échecs passés ne la poursuivent pas comme des fantômes accusateurs. Dans cette nouvelle vie, elle peut recommencer à zéro, se réinventer loin du regard désapprobateur de Bernard. Tu as vu comme Moreau nous regarde ? Océane, 17 ans et une collection impressionnante de piercings, désigne leur professeur de français d'un mouvement de menton. Il bave littéralement sur Virginie Despentes. Un homme de son âge qui découvre l'écriture féminine, c'est touchant. Coralie sourit malgré elle. Océane possède cette liberté de parole qui l'impressionne et l'effraie à la fois. Cheveux violets, vestes en cuir usé et références littéraires pointues, elle incarne cette rébellion assumée que Coralie n'a jamais osé revendiquer. Tu devrais t'inscrire à l'atelier photo.
Océane feuillette le livre de Despentes en marchant. Dufresne cherche de nouveaux talents. Et toi? Tu as cette mélancolie dans le regard qui pourrait donner des trucs intéressants. L'atelier photographie occupe une ancienne salle de sciences au dernier étage, transformée en laboratoire artisanal. Monsieur Dufresne, ancien photojournaliste reconverti dans l'enseignement, règne sur cet univers d'agrandisseurs et de bacs de développement avec la passion intacte d'un homme qui a parcouru le monde l'appareil au cou. La photographie, ce n'est pas capturer ce qu'on voit. Il observe Coralie ajuster l'objectif d'un vieux Nikon argentique. C'est révéler ce que les autres ne voient pas. Et vous, mademoiselle, vous avez ce regard particulier sur les gens. Vous voyez leur fragilité. Coralie découvre qu'effectivement, elle possède cette faculté troublante de saisir l'instant où les masques tombent. Ses premières photos, portraits d'habitants du quartier pris lors de ses déambulations, révèlent une maturité émotionnelle qui surprend jusqu'à Dufresne. Madame Chen, la fleuriste de la rue de la Roquette, photographiée au moment précis où elle caresse les pétales d'une pivoine fanée. Monsieur Karim, retraité solitaire, saisi dans son reflet sur la vitrine du café, où il prend son express quotidien. Chaque visage raconte une histoire de résilience silencieuse, de combats invisibles menés avec dignité. Tu transformes leur solitude en beauté. Océane examine les tirages encore humides dans le laboratoire. C'est ton don, Coralie. Tu vois l'humanité là où d'autres ne voient que des passants. La confiance renaît par petites touches. Coralie passe son permis de conduire avec succès. Deuxième tentative, cette fois sans la pression du regard réprobateur de Bernard. Elle trouve un emploi d'été dans le laboratoire photo de Monsieur Lavoisier, ancien assistant de grand nom de la mode, qui lui enseigne les subtilités du tirage noir et blanc. Sylvie observe cette métamorphose avec la satisfaction discrète d'une jardinière voyant éclore une fleur qu'elle a patiemment soignée. Elle respecte les silences de Coralie concernant sa mère, se contentant de glisser parfois en arrosant ses géraniums. Elle a appelé hier, elle va bien. Ces nouvelles sporadiques provoquent chez Coralie des émotions contradictoires qu'elle peine à démêler. Une partie d'elle ressent un soulagement coupable en apprenant que sa mère survit sans elle. L'autre, plus profonde, éprouve une tristesse lancinante qu'elle refuse d'analyser. Les nuits d'insomnie, elle rêve encore de sa mère qui l'appelle depuis un endroit qu'elle ne peut jamais atteindre. Elle se réveille alors le cœur battant, cherchant dans l'obscurité de la chambre de Léa une réponse à cette question qui la hante. Comment peut-on à la fois manquer et détester la même personne? Un soir, en développant ses photos dans le laboratoire du lycée, Coralie découvre un cliché raté où apparaît son reflet dans une vitrine. Cette jeune femme qui la regarde depuis le tirage ne ressemble plus à l'adolescente brisée qui avait fui l'appartement familial. Ses traits se sont affermis. Son regard porte une gravité nouvelle. Elle a changé, durci, mûri trop vite peut-être. Mais pour la première fois depuis des mois, quand elle se regarde dans le miroir de la salle de bain de Sylvie, elle ne détourne pas les yeux. Le printemps parisien éclot avec une générosité particulière cette année-là, transformant les boulevards en allées parfumées où fleurissent les premiers amours. Coralie, 18 ans dans quelques semaines, découvre que la vie peut aussi offrir des surprises douces, loin des fractures familiales qui ont marqué son adolescence. Maxime apparaît dans sa vie un soir de mars, lors d'un concert de musique alternative dans une cave voûtée de Belleville. Océane l'a traînée là, prétextant qu'elle ne peut pas passer sa vie entre les bacs de révélateurs et les cours de littérature. La musique pulse contre les murs de pierre humides. Et c'est là, près du bar improvisé, qu'elle remarque ce garçon aux cheveux bouclés qui dessine dans un carnet au lieu d'écouter. Tu documentes ou tu fuis la réalité? Coralie s'approche, intriguée par ces croquis rapides qui saisissent l'essence des visages dans la foule. Les deux. Maxime lève les yeux, révélant un regard noisette pailleté d'or. Et toi, tu photographies ou tu observes? Il a remarqué l'appareil photo suspendu à son épaule, ce vieux Nikon que Dufresne lui a prêté pour ses projets personnels. Cette première conversation s'étire naturellement, tissée d'échanges sur l'art, l'image, cette façon particulière qu'ils ont tous les deux de voir le monde à travers un filtre créatif. Maxime étudie le graphisme à l'école Estienne, rêve de design éditorial et partage avec Coralie cette passion pour l'esthétique du quotidien. Leurs rendez-vous se construisent autour de déambulations photographiques dans Paris, lui croquant les façades art déco qu'elle immortalise sous des angles inattendus.
Tu as cette façon de cadrer qui révèle l'âme des choses. Maxime examine ses derniers tirages, étalés sur une table du café de Flore, où ils ont pris l'habitude de se retrouver. Cette série sur les murs tagués, on dirait que tu donnes une voix aux silences urbains. Leur histoire naît sans hâte, construite sur ces discussions interminables qui les mènent parfois jusqu'à l'aube. Maxime ne pose jamais de questions sur sa famille. Il a deviné instinctivement qu'il existe des territoires interdits, des blessures encore à vif qu'il faut contourner avec délicatesse. Le premier baiser survient fin avril, dans le laboratoire photo du lycée des Airs un soir après les cours. Coralie développait une série de portraits quand Maxime est venu la retrouver, apportant des croissants et du café dans des gobelets en carton. Sous la lumière rouge qui baigne la pièce d'une ambiance irréelle, leurs lèvres se trouvent avec cette évidence qui caractérise les gestes attendus depuis longtemps. « Je ne savais pas que l'amour pouvait avoir ce goût-là », Coralie murmure contre son épaule, découvrant que la tendresse peut exister sans calcul, sans condition. Maxime l'encourage à constituer un dossier pour l'école de photographie du Perret. Ensemble, ils sélectionnent ses meilleures images, cette série sur les visages du quartier qui révèle sa capacité unique à saisir l'humanité dans ses nuances les plus subtiles. Tu as un don pour montrer la beauté dans la vulnérabilité. Il l'aide à organiser ses tirages, comprenant mieux qu'elle ne le fait elle-même la cohérence de son travail artistique. Ses photos racontent des histoires de résilience. C'est ton langage, Coralie. Leur relation devient son refuge, ce cocon où elle peut être fragile sans honte. Mais Coralie garde malgré elle des réflexes de méfiance, hérités de ses blessures anciennes. Elle ne dit jamais « je t'aime » la première. Vérifie constamment que Maxime ne montre pas de signes de lassitude, interprète ses silences comme des menaces d'abandon. Tu sais, moi je ne pars pas. Pas comme ça. Il le lui dit un soir où elle s'inquiète de son retard d'1 heure à leur rendez-vous. Je ne suis pas les autres. Ces mots la bouleversent et la terrifient simultanément. Maxime a touché sans le savoir la cicatrice la plus profonde, cette peur viscérale d'être abandonnée qui colore chacune de ses relations. Parallèlement à cette renaissance sentimentale, des nouvelles de sa vie d'avant filtrent parfois jusqu'à elle. Madame Petit, l'ancienne voisine, croise Sylvie au marché et mentionne que sa mère et Bernard ont déménagé dans un appartement plus petit. Des difficultés financières, chuchote-t-on dans les couloirs de l'immeuble. Cette information perturbe Coralie plus qu'elle ne veut l'admettre. Une part d'elle éprouve une satisfaction vengeresse, Bernard qui paie enfin le prix de sa dureté. L'autre ressent une tristesse inattendue en imaginant sa mère contrainte de renoncer à ses petits conforts. La réussite au baccalauréat arrive comme une évidence cette fois, sans le stress qui avait accompagné ses échecs précédents. À la cérémonie de remise des diplômes, assise entre Océane et Maxime qui applaudissent son nom, Coralie cherche instinctivement sa mère dans l'assemblée avant de se rappeler qu'elle n'est pas là. Ce soir-là, son admission à Duperré confirmée, elle comprend qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Paris l'attend, avec ses promesses et ses défis. Mais d'abord, il faut apprendre à aimer sans craindre l'abandon. La chambre de bonne fait exactement 9 mètres carrés. Coralie mesure l'espace de ses pas comptés. 4 dans un sens, 2 dans l'autre. Et sourit malgré la douche commune au bout du couloir et le réchaud électrique qui constitue sa cuisine. Cette mansarde du 11e arrondissement représente sa première vraie indépendance, loin de la bienveillance protectrice de Sylvie. L'école du Perret lui ouvre des horizons qu'elle n'avait jamais imaginés. Dans les ateliers baignés de lumière nordique, elle apprend la rigueur technique qui transforme l'intuition en maîtrise. Ses professeurs, anciens collaborateurs de grands magazines, l'initiant aux subtilités de l'éclairage, aux secrets du cadrage qui révèlent l'essence plutôt que l'apparence. Votre regard porte déjà une signature. Madame Delacroix, responsable du département portrait, examine les derniers travaux de Coralie. Cette mélancolie contrôlée, cette façon de saisir l'instant où les défenses tombent, ne perdez jamais cette sensibilité. Coralie partage son quotidien étudiant avec Inès, sa voisine de palier originaire de Quimper. Bretonne au tempérament solaire, Inès étudie la mode éthique et transforme leur couloir en défilé improvisé avec ses créations en chanvre et lin bio. Leur soirée s'étira souvent jusqu'à l'aube, nourrie de confidences et de projets d'avenir dessinés à grands traits optimistes. Tu as cette façon de ne jamais parler de tes parents. Inès brode des motifs celtiques sur une veste en toile écrue, ses doigts agiles suivant des patterns ancestraux.
Moi, je les appelle tous les soirs. Ma mère s'inquiète si je rate un jour. » Ces remarques innocentes réveillèrent chez Coralie une nostalgie qu'elle croyait enterrée. Le soir, seule dans sa chambre mansardée, elle commence un rituel secret qui devient rapidement une nécessité. Écrire des lettres à sa mère qu'elle n'envoie jamais. L'écriture libère les mots qu'elle n'a jamais pu prononcer. Elle raconte ses journées, ses découvertes artistiques, ses questionnements d'étudiante. Parfois, la colère déborde sur le papier. Reproches aigus, accusations longtemps retenues. D'autres fois, c'est la tendresse qui s'épanche. Souvenirs heureux, moments de complicité d'avant Bernard. Ces lettres s'accumulent dans une boîte à chaussures glissée sous son lit, archive d'un dialogue impossible qui l'aide pourtant à clarifier ses émotions. Chaque enveloppe non cachetée porte la date et quelques mots griffonnés au crayon. Le jour où j'ai vendu ma première photo, quand Maxime m'a dit qu'il m'aimait, cette nuit où j'ai rêvé de toi. Car Maxime continue de faire partie de sa vie, malgré la distance qui sépare Paris de Lyon, où il poursuit ses études de graphisme. Leur retrouvaille, un week-end sur 3, oscille entre passion renouvelée et frustration croissante. Les conversations téléphoniques s'espacent, pollutées par les non-dits et les silences qui s'étirent. J'ai l'impression de ne connaître qu'une partie de toi. Maxime le lui dit lors de leur dernière visite, allongé sur le lit étroit de la chambre mansardée. Tu ne me laisses jamais entrer vraiment. Il y a toujours cette barrière invisible. Coralie comprend qu'il a raison sans savoir comment modifier cette réalité. Les murs qu'elle a érigés pour survivre à l'abandon familial l'empêchent maintenant de vivre pleinement cette relation. Ils se séparent sans drame, avec cette tristesse mature des amours qui meurent d'incompréhension plutôt que de manque d'affection. Cette rupture ravive ses peurs les plus archaïques. L'abandon, encore, toujours, qui se répète comme une malédiction familiale. Elle se réfugie dans le travail, multipliant les heures au studio photo où elle a décroché un job de week-end, assistant les photographes de mode dans leurs séances. Ses projets personnels évoluent vers une esthétique plus sombre. Sa nouvelle série, intitulée « Absence », explore les traces laissées par les départs. Chaises vides autour d'une table familiale, lits défaits dans la lumière crue du matin, objets abandonnés sur des étagères poussiéreuses. Attention à ne pas vous enfermer dans la mélancolie. Le conseil de Madame Delacroix résonne comme un avertissement bienveillant. Votre talent réside dans cette capacité à transformer la douleur en beauté. Mais ne laissez pas la première dévorer la seconde. Un soir de novembre, en développant ses derniers clichés dans le laboratoire de l'école, Coralie reçoit un appel de Sylvie. Sa voix porte une gravité inhabituelle qui fait immédiatement battre le cœur de Coralie plus vite. « Ma chérie, il faut que tu saches quelque chose. Ta mère et Bernard, ils se sont séparés. » La nouvelle la frappe comme une gifle inattendue. Après 2 ans de silence, le nom de sa mère revient dans sa vie, porteur d'un chaos qu'elle croyait définitivement relégué au passé. L'appel de Sylvie fige Coralie au milieu du laboratoire photographique, ses mains encore humides de produits révélateurs. Dans la lumière rouge qui baigne la pièce, la nouvelle prend une teinte irréelle, comme ces cauchemars dont on espère se réveiller. Bernard est parti avec une collègue de 28 ans. La voix de Sylvie porte cette délicatesse particulière qu'elle emploie pour annoncer les diagnostics difficiles. Ta mère a également perdu son travail. Le restaurant familial a fermé définitivement. Coralie reste silencieuse, cherchant dans son cœur ce qu'elle ressent. De la satisfaction, cette justice poétique qu'elle a inconsciemment espérée, ou cette tristesse inattendue qui remonte comme une nausée sourde. Elle ne va pas bien du tout, ma chérie. Sylvie marque une pause, laissant le temps à l'information de pénétrer. Physiquement et moralement, elle s'est isolée, ne répond plus au téléphone, même à moi. Les jours suivants s'écoulent dans un brouillard étrange. Coralie ne parvient plus à se concentrer sur ses projets. Ses photos deviennent de plus en plus sombres, peuplées d'ombres qui semblent refléter le chaos intérieur qu'elle refuse d'analyser. Inès s'inquiète de la voir maigrir, grignoter distraitement des biscuits secs en fixant le vide. Tu es hantée par quelque chose. Inès pose sa broderie, observant son amie avec cette perspicacité bretonne qui perce les façades. Tu n'es pas responsable de la vie de tes parents, Coralie. Elle a fait ses choix. Mais Coralie ne peut s'empêcher de penser à sa mère, seule dans cet appartement trop cher qu'elle ne peut plus payer.
Une part d'elle jubile secrètement en imaginant Bernard confronté à ses propres lâchetés, abandonnant sa compagne dès que la situation devient inconfortable. L'autre part, plus profonde et plus troublante, ressent une compassion qu'elle voudrait étouffer. Les nuits deviennent peuplées d'insomnie, où elle rédige mentalement des lettres qu'elle n'écrira jamais. Des mots de réconfort mêlés de reproches, des questions qui tournoient sans réponse. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette solitude la touche-t-elle après 2 ans de colère assumée ? Le réveil arrive brutalement un mercredi matin, à 2 heures précises. Son téléphone vibre sur la table de nuit, affichant un nom qu'elle n'a pas vu depuis des mois. Maman. Coralie fixe l'écran lumineux, paralysée entre l'envie de décrocher et celle de rejeter définitivement cet appel. Elle décroche à la 5e sonnerie. Coralie ? La voix de sa mère n'est plus qu'un souffle brisé, entrecoupé de sanglots qu'elle tente vainement de contrôler. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je n'ai plus personne. Les mots se bousculent dans un débit haché, désespéré. Bernard partit avec ses affaires sans un mot d'explication, emportant même l'épargne commune. L'appartement qu'elle ne peut plus payer, les huissiers qui menacent, cette solitude qui l'écrase, au point qu'elle ne sort plus de chez elle. J'ai peur, ma chérie. J'ai tellement peur. Sa voix se brise complètement sur ces derniers mots, révélant une vulnérabilité que Coralie n'avait jamais perçue. Cette détresse pure, sans artifice, transperce toutes les défenses que Coralie avait patiemment construites. Elle raccroche sans répondre, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau affolé. Dans le silence de sa chambre mansardée, elle réalise que sa mère vient de faire quelque chose que Bernard n'avait jamais fait, reconnaître sa fragilité. Les jours suivants s'écoulent dans une agitation intérieure qu'elle peine à maîtriser. Ses professeurs remarquent sa distraction. Ses amis s'inquiètent de ses silences prolongés. Inès tente des approches délicates, proposant des sorties qui restent sans réponse. Tu vas exploser si tu gardes tout ça en toi. Inès s'assoit sur le lit de Coralie, observant les lettres non envoyées qui dépassent de la boîte à chaussures. Peut-être qu'il est temps de les envoyer, ces lettres, ou au moins d'en écrire une vraie. Coralie pense à Bernard qui a disparu, à cette phrase qu'il avait lancée comme un ultimatum. 7 ratés ou moins. Aujourd'hui, le tableau s'inverse avec une ironie cruelle. Sa mère, abandonnée à son tour, frappe à la porte de celle qu'elle avait chassée. Maintenant, c'est au tour de Coralie de choisir. Et cette responsabilité lui pèse plus lourd qu'elle ne l'aurait imaginé. Le train pour Lyon s'ébranle dans la grisaille matinale. Coralie a mis 3 jours à prendre cette décision, 3 nuits d'insomnie à peser le pour et le contre avant de composer le numéro de sa mère. Leur conversation avait été brève, ponctuée de silences lourds et de mots hésitants. « Je peux venir te voir, juste pour qu'on se parle. » Maun. L'appartement de son enfance la frappe par son délabrement. Les meubles trop grands pour l'espace réduit, les cartons empilés dans l'entrée, cette odeur de tristesse et d'abandon qui imprègne l'air confiné. Sa mère ouvre la porte en peignoir défraîchi, amaigrie de 10 kilos, ses cheveux autrefois soignés retombant en mèches grises sur ses épaules voûtées. Ma petite fille, elle tend les bras vers Coralie, qui reste figée sur le seuil. Tu es venue, je n'y croyais plus. Coralie entre sans répondre à l'étreinte, observant les dégâts avec un détachement clinique. Sur la table du salon, des lettres de relance s'accumulent près d'un cendrier débordant. Sa mère a recommencé à fumer, cette habitude qu'elle avait abandonnée en rencontrant Bernard. « Tu veux un café ?» Sa mère s'agite nerveusement, cherchant à combler le silence par des gestes familiers. « J'ai gardé tes préférés, les capsules vanille que tu aimais. » « Maman. » Coralie l'arrête d'un geste. « Assieds-toi. On doit parler. » Le dialogue qui suit déroule 2 années de non-dits avec une lenteur douloureuse. Sa mère tente d'abord de minimiser, d'expliquer, de justifier ses choix passés par l'amour qu'elle portait à Bernard. Puis, devant le regard implacable de Coralie, elle s'effondre progressivement. « Il me disait que tu étais mieux sans nous, que je t'étouffais avec ma culpabilité. » Les mots sortent par saccades, entrecoupés de larmes qu'elle essuie du revers de la main. « Que tu avais besoin de voler de tes propres ailes, que notre relation était toxique pour toi. Et tu l'as cru ?» La voix de Coralie porte une dureté qu'elle ne se connaissait pas. « Tu as cru qu'une mère pouvait être toxique pour sa fille de 17 ans ? J'étais perdue, Coralie. Complètement perdue. » Sa mère se tord les mains. Geste d'impuissance qui réveille chez Coralie des souvenirs d'enfance.
Après ton père, après toutes ces années seules, Bernard représentait la sécurité. J'ai eu peur de le perdre. Alors tu m'as perdu, moi. Les mots claquent comme des gifles dans l'air confiné. Tu as choisi la sécurité plutôt que ta fille. Sa mère encaisse, les yeux baissés, incapable de soutenir ce regard qui la juge sans appel. Dans ce silence pesant, Coralie réalise qu'elle attendait cette confrontation depuis 2 ans, qu'elle avait besoin de dire ces vérités qui l'empoisonnaient. Il m'a recontacté la semaine dernière. Sa mère relève soudain la tête, révélant quelque chose d'inattendu dans ses yeux rougis. Bernard. Sa nouvelle histoire a capoté. Il voulait revenir, me proposait de tout recommencer. Coralie se redresse, surprise par cette révélation qui change la donne. Et je lui ai dit non. Sa mère prononce ces mots avec une fierté fragile mais réelle. Je lui ai dit que j'avais déjà perdu ma fille à cause de lui, que je ne recommencerais pas, qu'il était trop tard pour tout. Cette confession bouleverse l'équilibre de la conversation. Pour la première fois, sa mère a fait le bon choix, même tardivement, même quand il ne restait plus rien à sauver. Cette évolution inattendue ébranle les certitudes de Coralie. Tu penses que c'est réparable ? Sa mère ose enfin poser la question qui flotte entre elles depuis le début. Entre nous, je veux dire. Coralie observe cette femme vieillie, cassée par ses propres erreurs, qui lui demande une absolution qu'elle n'est pas certaine de pouvoir accorder. La colère reste là, intacte, mais quelque chose d'autre pointe. Pas le pardon, pas encore, mais peut-être la possibilité d'un dialogue. Je ne sais pas. Sa voix s'adoucit imperceptiblement. Je ne sais vraiment pas. Dans le train du retour, Coralie serre contre elle la boîte de lettres non envoyées qu'elle était allée récupérer chez Sylvie avant de voir sa mère. Ces mots jamais partagés prennent un sens nouveau maintenant qu'elle a revu cette femme brisée qui lui a donné la vie. Pour la première fois depuis des mois, elle pleure vraiment, libérant des larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. À travers la vitre du TGV, la campagne défile comme un film muet, et Coralie comprend qu'elle vient de franchir une étape, sans savoir encore laquelle. De retour dans sa chambre mansardée, Coralie étale les lettres non envoyées sur son lit étroit. 2 années d'émotions refoulées se déploient sous ses yeux. 143 enveloppes soigneusement datées qui racontent l'histoire de sa reconstruction. Ses mains tremblent en ouvrant la première, écrite 3 mois après son installation chez Sylvie. « Maman, aujourd'hui j'ai réussi mon permis de conduire. Tu te souviens comme tu étais fière quand papa avait obtenu le sien du premier coup ? J'aurais voulu que tu sois là pour me serrer dans tes bras. » Les mots qu'elle lit révèlent une vérité qu'elle avait enfouie. Dans ses lettres, la colère alterne avec une tendresse qu'elle croyait morte. Page après page, elle redécouvre une fille qui aimait encore sa mère, malgré la blessure, qui lui pardonnait presque, avant de se rappeler qu'elle devait haïr. Inès frappe doucement à sa porte, apportant 2 tasses de thé fumant et cette présence réconfortante qu'elle offre sans questions indiscrètes. « Tu as l'air différente depuis ton voyage. » Elle s'assoit en tailleur sur le tapis élimé, observant son amie avec cette intuition bretonne qui perce les façades. Plus légère et plus lourde à la fois, si c'est possible. J'ai vu ma mère. Coralie referme une lettre particulièrement douloureuse, celle écrite après sa rupture avec Maxime. Elle n'est plus la femme qui m'a chassée. Ou alors, elle n'a jamais vraiment été cette femme-là. Inès écoute le récit de cette visite. Les révélations sur la manipulation de Bernard. Cette mère finalement capable de dire non quand il était déjà trop tard. Ces questions posées avec délicatesse aident Coralie à démêler l'écheveau de ses émotions contradictoires. Tu lui en veux encore ? Énormément. Coralie sirote son thé, savourant cette liberté nouvelle de pouvoir nommer ses sentiments. Mais je comprends mieux maintenant. Elle était faible, pas méchante, manipulée, pas cruelle. Les jours suivants s'écoulent dans une agitation créatrice. Coralie développe compulsivement ses dernières photos, cherchant dans les visages qu'elle capture des réponses aux questions qui la taraudent. Ces images évoluent vers quelque chose de plus nuancé. La mélancolie demeure, mais teintée d'une espérance fragile. Sylvie lui rend visite un samedi après-midi, montant les 6 étages avec cette élégance naturelle qui caractérise ses mouvements d'infirmière habituée aux urgences. Elle examine la chambre mansardée avec satisfaction, notant les signes d'une vie étudiante épanouie malgré l'exiguïté. Ta mère m'a appelée hier soir. Sylvie s'installe dans l'unique fauteuil,
croisant ses jambes avec grâce. Elle sort de l'appartement demain. Plus d'argent pour le loyer, nulle part où aller. Cette information frappe Coralie comme une réalité brutale qu'elle avait réussi à maintenir à distance. Sa mère, dans quelques heures, se retrouvera à la rue, conséquence directe des choix qui ont détruit leur famille. Elle pourrait venir chez moi temporairement. Sylvie observe sa nièce attentivement, jaugeant ses réactions. Les jumeaux sont maintenant en études supérieures, j'ai la place. Mais elle refuse. Elle dit qu'elle a assez fait de dégâts dans la famille. Et physiquement, comment va-t-elle ? Mal, très mal. Sylvie ne ment jamais, cette franchise médicale qui va droit au but. Dépression sévère, amaigrissement inquiétant. Elle qui était si coquette, elle ne prend plus soin d'elle. Cette nuit-là, Coralie ne trouve pas le sommeil. Elle arpente sa chambre en cercle serré, ressassant cette phrase de Bernard qui résonne différemment maintenant. « Cette ratée ou moi ?» Le tableau s'est inversé avec une ironie cruelle. Aujourd'hui, c'est elle qui détient le pouvoir de choisir. Pardonner ne signifie pas oublier. Cette nuance lui apparaît clairement dans l'obscurité mansardée. Elle peut tendre la main sans effacer la blessure, aider sans renoncer à sa légitime colère. Sa mère a fait des erreurs terribles, mais faut-il pour autant la laisser sombrer définitivement ? Au petit matin, Coralie sort de sa boîte à chaussures une feuille blanche et commence à écrire, pour la première fois en 2 ans, une lettre destinée à être envoyée. « Maman, j'ai lu toutes les lettres que je t'ai écrites sans jamais te les envoyer. J'y ai trouvé plus d'amour que de haine, plus de questions que de certitudes. Je ne sais pas si nous pourrons redevenir mère et fille comme avant, mais peut-être pouvons-nous essayer de devenir autre chose. 2 femmes qui ont survécu aux erreurs de l'une et à la colère de l'autre. À 8 heures précises, elle compose le numéro qu'elle connaît par cœur, malgré 2 années de silence. 6 mois plus tard, Coralie retrouve sa mère dans un café de la place de la République. Elles ont pris cette habitude, se voir 1 fois par semaine, terrain neutre, durée limitée. Pas de grandes effusions, juste cette reconstruction patiente que Sylvie supervise avec la sagesse d'une femme qui a survécu à ses propres erreurs. Sa mère a trouvé un emploi de vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, salaire modeste mais dignité retrouvée. Elle loue un studio dans le 19e, meublé spartiate mais propre, où elle apprend à vivre seule, sans s'effondrer. La thérapie l'aide à démêler les fils de cette dépendance affective qui l'avait menée à sacrifier sa fille. Comment se passe ton nouveau projet ? Sa mère sirote son café, observant Coralie avec cette curiosité respectueuse qu'elle a développée. Plus d'intrusion, plus de conseils non sollicités. Juste l'attention délicate d'une femme qui réapprend le métier de mère. Coralie lui parle de sa série photographique « Chemin de réconciliation », portraits de personnes qui ont reconstruit leur vie après des ruptures. Des visages marqués par l'épreuve mais illuminés par cette force particulière que donne la résilience assumée. Il y a une photo de toi dans la série. Coralie hésite, puis sort de son sac un tirage noir et blanc. Je l'ai prise le matin où tu préparais ton entretien d'embauche. Tu ne t'en es pas aperçu. L'image saisit sa mère au réveil. Cheveux défaits, visage sans maquillage, mais regard déterminé face au miroir de sa salle de bain minuscule. Fragilité et courage mêlés dans cette lumière douce qui filtre par la fenêtre. Tu m'as rendue belle. Sa mère touche délicatement le papier photo, émue par cette vision d'elle-même qu'elle n'avait jamais perçue. Je ne me voyais plus que comme une femme ratée, abandonnée. Là, je ressemble à quelqu'un qui se bat. Ces mots simples résument parfaitement leur chemin parcouru. Coralie a appris à voir sa mère autrement qu'à travers le prisme de sa propre blessure. Femme imparfaite, certes, mais humaine dans ses faiblesses et courageuse dans sa reconstruction. Le magazine Femmes d'aujourd'hui a acheté cette photo pour illustrer un dossier sur les secondes chances. Premier achat professionnel de Coralie, symbole d'une reconnaissance naissante de son talent. L'argent, 200 €, lui a permis d'acheter un objectif d'occasion qui ouvre de nouvelles perspectives créatives. Tu sais ce qui m'a le plus manqué pendant ces 2 années ? Sa mère referme délicatement le portfolio que Coralie lui montre. Ton rire. Tu riais si facilement avant. Bernard disait que c'était puéril, mais moi j'adorais ça. Cette confidence inattendue touche Coralie plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle réalise que sa mère aussi a perdu quelque chose dans cette histoire. La complicité qu'elle partageait avant l'arrivée de Bernard. Cette relation unique entre mère et fille adolescente. Je ris encore, tu sais.
Différemment, mais je ris. Coralie sourit, évoquant ses soirées avec Inès, leur projet commun, cette vie étudiante qui l'épanouit malgré les difficultés financières. Et toi, tu retrouves des moments de bonheur? Quelques-uns. Sa mère esquisse ce sourire fragile qu'elle réapprend lentement. Ma collègue Marie m'a invitée chez elle dimanche prochain. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on m'invite quelque part. Elle se quitte comme d'habitude, sans effusion, mais avec cette tendresse nouvelle qui grandit semaine après semaine. Pas d'illusion. Les cicatrices restent visibles. Certains sujets demeurent douloureux. Mais quelque chose de précieux renaît entre elles, différent de l'amour d'avant, plus mature, plus lucide. En rentrant dans sa chambre mansardée, Coralie range soigneusement la photo dans son portfolio. Demain, elle rencontrera le directeur artistique d'une agence de photojournalisme pour un stage. L'avenir s'ouvre devant elle, pavé d'incertitudes, mais riche de possibilités. Sur sa table de nuit, une dernière lettre non envoyée attend d'être classée dans la boîte à chaussures devenue mémoire de leur parcours. Cette fois, elle l'a écrite pour elle-même, bilan d'une reconstruction qui l'a menée vers une vérité essentielle. On peut choisir de sauver quelqu'un sans se perdre soi-même. L'amour filial n'efface pas les erreurs, mais il peut cohabiter avec la lucidité. Et parfois, c'est déjà beaucoup. He's so bad. The hardcore is going great, Brando. Thank you for asking. It's very good. We just found a good cave. I haven't died in a while. Wait, can't you see the amount of days you've played? Somewhere? I thought it shows you here how many days you've played. I can't swear here, but goddamn. Yeah, I have some feelings about Joey Essex. And you know the funny thing? I'm sure that you know this. So for the people that don't know, the Love Island lore, Joey Essex is like a dating show celebrity who got casted on Love Island. And since he was like a celebrity, the producers made him agreement that he could stay in the show till the end and he wouldn't get voted off. And he was so horrible that they couldn't help him getting voted off. Because the Islanders did not like him that much. They like rallied to get him voted off. It was so awesome. Yeah, to not look at the Endermen, they are completely chill if you just don't look at their eyes. They won't bother you if you don't look at their eyes. I haven't watched season 11. I'm working on Joey's season is season 6, I think, and I'm currently on season 3. Is season 11 good? I could put that on my... I don't have one, like, lined up to watch next, but I could watch that one next. Oh, UK, Oh, wait! No, I'm watching 11 right now. That's what I'm watching. Sorry, I got confused between US and UK. Yes, I'm watching 11 right now. I'm almost done with it. Joey just got voted off. Number 1 Joey hater. Okay, there's not a lot down here. You might have spawned the warden in hardcore. Sag, run away right now. Run away as fast as you can. I'm feeling the diamonds down there. What was that sound? Did anyone else hear that? I feel very like I'm hallucinating a lot of sounds today. But that sounded literally scary. Are those diamonds? No, I don't think so. It's so weird seeing the people in chat say Ellie because my name is also... Ellie sisters! Yes! Ellies are the coolest. Is your given name Ellie or is it like a name off of a name? Because mine is a name off of a name. Mimi from season 11 is very close to me. I love Mimi. Mimi was one of my favorites. She was like the most chill out of all the girls. I really liked her. And I was really mad when Io
When Io picked that other girl over her, I was really sad because the other girl was not as cool as Mimi was. You all are very cool as well. I didn't mean to say that no one else is cool, but Ellie's are especially cool. Io annoyed me greatly. Yeah, he wasn't the best. I don't know if I really liked any of the guys that season. I can't think of... Oh, what was his name? There was that one really young boy that was with Nicole, I think was her name. I liked him. His name was Irish. I can't think of it. Wait, I need to know the name now because that's gonna bother me. Season 11 boys. Kiernan. Kiernan? Yes, Kiernan. I really liked him. I thought he was cool. Mine's a preferred name, but I've had it since I was 9, so everyone I know literally calls me it. Yeah, nice. That's basically how I am too. My given name is Ella, but I did not like Ella because Ella sounded so formal and like... I just don't think Ella fits me. Have you ever watched All Stars? I haven't actually. Would you recommend it? I love that there's another Love Island person in the chat. I really love Love Island, honestly. Like, it's such a trashy TV show.